Ça va, on entend comme ça. Là, c'est parfait. C'est bon, vous avez commencé? Ouais. Ok, parfait. L'argent a vraiment mélangé la politique en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Même jusqu'au jour du vote, on s'est retrouvé dans des bureaux de vote où on a dit, en fait, stop, parce que c'est pas possible qu'une personne se retrouve avec une cinquantaine ou une centaine de cartes d'électeurs. Est-ce que tu peux nous raconter une journée de campagne électorale? C'est-à-dire qu'on est en campagne, on se lève le matin, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Salut à tous, mon invité aujourd'hui est Joël Akoun. Il a été candidat aux élections législatives à Divo. Il va nous raconter son expérience, ce qu'il a vécu, partager aussi tout ce qu'il a pu apprendre sur le terrain. C'est un témoignage exceptionnel, un témoignage rare. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin, à vous abonner. On reprend les longs formats dans toutes les politiques. Abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like. Joël, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Roland. Ça me fait plaisir de te recevoir. Moi, je t'ai découvert avec 20h25 de Tidjane Thiam. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent dans le podcast? Déjà, merci Roland. Comme je te disais en off, c'est pour moi un vrai plaisir, un privilège de pouvoir passer en tout cas dans ce podcast. Et puis, je tiens d'entrée à te féliciter aussi. Merci. Voilà, pour l'excellence, pour tout ce que tu produis aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment un vrai signal que la jeunesse aujourd'hui a son mot à dire dans le développement de notre société. Donc, je suis Joël Akoun. Comme tu l'as si bien dit, je n'y vois rien. Entrepreneur, voilà, dans plusieurs domaines d'activité aujourd'hui. J'ai un groupe d'entreprises spécialisé dans 4 domaines. Donc, le premier, c'est l'IT, l'informatique, qui est ma formation de base. Deuxième, également la communication aussi. Et puis, l'événementiel culturel notamment, dans l'organisation de concerts, etc. Et un troisième volet dans la production musicale. Et puis, le dernier volet, c'est l'immobilier. Je suis, comme j'aime le dire, un enfant de Divo, un enfant du village. Je pense que ceux qui vont nous suivre vont comprendre un peu pourquoi. Mais je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes études donc à Divo, du CP1 jusqu'à quasiment la terminale. Après, je suis arrivé à Abidjan, donc j'ai eu mon baccalauréat à Abidjan. Et puis, j'ai intégré donc l'université privée, d'ailleurs, qui est la plus grande université privée aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. L'Institut universitaire d'Abidjan, exactement. Okay. Où, à mon jeune âge, je crois que j'avais 18 ans, je fus le plus jeune président des étudiants de l'université. Je pense que à cette période, il y avait, je crois, 2000 étudiants déjà. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Mais on était vraiment déjà en train de prendre le contrôle un peu, on va dire, de la vie associative ou estudiantine en Côte d'Ivoire. Et puis, après donc, ma licence, donc j'ai fait une licence en mathématiques et informatique à l'IUA. J'ai eu une bourse d'études et je suis donc venu en France où j'ai poursuivi mes études, où j'ai fait j'ai fait 2 masters, donc un master en gestion de projet informatique et puis un master en gestion d'entreprise. Et à la suite de cela, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises ici en France, dans le domaine de l'IT en tant que consultant, senior consultant. J'ai continué du coup à développer mon activité entrepreneuriale que j'avais déjà commencé quand j'étais à l'IUA. Déjà, j'avais lancé une boîte de communication que j'ai fermée par la suite, mais que j'ai développée en tout cas pendant 4-5 ans. Et j'ai été très actif aussi dans l'événementiel en Côte d'Ivoire, notamment le concours Miss Côte d'Ivoire, où j'ai encadré... Bon, ça, c'est des petites choses que je n'ai jamais dites. C'est intéressant, ça. Tu vois, beaucoup de choses. J'ai encadré en tout cas plusieurs candidates qui sont devenues Miss Côte d'Ivoire, d'ailleurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et puis, en 2018-2019, je le dis parce que c'est mon témoignage, j'ai vraiment commencé à vraiment m'engager dans la foi. Donc, je suis chrétien. J'ai commencé à servir dans mon église et tout. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont ajustées. On aura l'occasion d'en parler et tout. Mais c'est aussi là où il y a eu un déclic qui a permis de créer mon groupe aujourd'hui, donc Lambano. Et puis, les choses se sont faites. Je me suis engagé en politique. Et comme tu l'as si bien dit, je fus donc le candidat du PDCI RDA aux élections législatives à Divo Commune, à circonscription de Divo Commune. Et donc, aujourd'hui, je suis également militant, jeune cadre du PDCI actif et membre du bureau politique. Voilà déjà un peu pour me présenter brièvement. Ça fait beaucoup tout ça. On va décrypter, comme on dit. Mais... Alors moi, parce que là, on est allé vraiment vite. Tu as fait beaucoup de choses, donc étudiant, très engagé, aussi dans l'événementiel, Miss Côte d'Ivoire, etc. À quel moment tu t'engages au PDCI? Parce qu'aujourd'hui, si tu es membre du bureau politique, si tu as été candidat, ça veut dire que, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, ça veut dire que tu comptes quand même un peu au PDCI. Donc, à quel moment, malgré toutes ces occupations-là,
À quel moment tu as eu cet ancrage au PDCI au point d'être aujourd'hui le candidat, d'avoir représenté le PDCI à Divo? Comment ça s'est fait en fait? Alors déjà, si je pars vraiment au tout début, je vais répondre à la question, mais si je pars vraiment au tout début, c'est que pourquoi j'ai aussi dans ma présentation expliqué le fait que j'ai été jeune président d'association d'étudiants de mon université, c'est que on va dire que depuis tout petit, j'ai toujours eu en fait cette sensibilité-là de la vie communautaire. C'est-à-dire que quand j'ai grandi, pour moi, j'ai appris que la vraie réussite, on va dire le vrai impact, c'est d'être au service des autres. C'est être au service des autres. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai grandi, quand je suis arrivé à l'université, quand j'ai commencé à travailler, j'ai toujours été soucieux du bien-être, en fait, des autres, des personnes qui sont autour de moi, de ma famille, de ma communauté, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai principalement décidé de m'engager en politique. Je me suis, on va dire, vraiment purement intéressé à la politique de façon très active entre 2019 et 2020. Mais là, je n'étais pas encore militant d'un parti politique. Okay. On va dire que c'est vraiment. Mais tu t'engageais comment alors? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Déjà, j'ai participé à plusieurs campagnes en tant que bénévole. Okay, je parlais de la première campagne de la députée, donc l'honorable Yasmina Ougne. Donc, on était encore en l'une de ses premières campagnes en 2016 déjà. J'ai participé à l'élection législative. En 2021 aussi, j'ai été actif auprès d'un candidat du PDCI. Donc, j'avais déjà envie de voir un changement, un nouveau souffle en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de là que part ma première motivation. La deuxième chose, c'est que, comme ça a été un peu dans mon parcours, j'ai toujours recherché un modèle, en fait, en politique. Parce que la réalité, c'est que j'ai toujours été proche de la politique, toujours regardé la politique, participer au débat. Mais jusqu'à 2020-2021, je ne m'étais pas encore principalement investi parce que j'étais en quête de repères. En quête de repères, un modèle en qui je m'identifiais et tout. Et puis, je voyais que déjà au PDCI, on avait vraiment ce désir-là de changement. Quelques temps même avant l'arrivée du président Tidiane Thiam, on avait déjà ce désir de changement. On voyait de nouveaux acteurs, en tout cas politiques, qui étaient déjà en train de préparer, on va dire, l'après du président Henri Konan Bédié. Donc, c'est la première raison, du coup, qui m'a motivé, du coup, à commencer à vraiment m'engager dans ce parti-là de façon active. Et puis, effectivement, l'arrivée de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire pour la plus grande partie de la jeunesse aujourd'hui, ça a été vraiment, on va dire, un vrai regain d'espoir. Un vrai regain d'espoir, de changement. Déjà même, on va dire, le parcours de l'homme, quand on voit tout ce qu'il a accompli déjà dans le cadre professionnel, les valeurs aussi, justement, qui ont guidé même sa vie politique quand il était déjà à son plus jeune âge, au poste de responsabilité au Bénet, ministre, etc. Donc, tout ça, ça a été vraiment un nouveau souffle pour la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, pour moi, c'est le bon moment de me lancer. Et je me suis lancé, j'ai donc pris ma carte de militant du PDCI, et puis le reste, on va dire que ça appartient à l'histoire, mais on aura l'occasion d'en parler. Ouais, d'en parler, on va revenir là-dessus. Mais c'est intéressant parce que ça allait trop vite quand même. J'ai envie de dire que généralement dans les partis politiques, on s'engage, on est militant de base, après on progresse. Enfin, parfois, il faut quand même un certain nombre d'expériences au sein du parti pour arriver à ce niveau-là. Donc, je pose la question parce que très souvent, il y a des jeunes, quand on leur demande de s'engager en politique, ils ont un peu cette réticence-là de penser qu'ils vont aller pour servir les autres. Donc, ça serait intéressant quand même que tu partages ton expérience. Comment tu as fait pour que très vite tu puisses progresser? Parce que le PDC, c'est quand même un grand parti. Donc, voilà. Comment tu as fait pour, en quelques années, enfin, je dirais peut-être 5 ans, parce que tu parles de Thiam, ça fait... En moins de 5 ans, en vérité. Moins de 5 ans, En moins de 5 ans. Moi, je pense que déjà, il y a un facteur qui est important, c'est que il y a des accomplissements qu'on a qui sont liés aussi, je pense, à l'expérience qu'on a déjà bâtie, même dans des contextes qui sont différents. Okay. Avant d'arriver en politique, je pense que j'avais déjà un background déjà dans la vie associative, même si ça restait dans le cadre estudiantin, etc. Et comme je l'ai dit, j'ai participé quand même déjà à plusieurs élections, que ce soit législatives, municipales en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais déjà en politique en réalité, sans être membre d'un parti politique. Okay. Après, la réalité, c'est que moi, quand j'ai intégré le PDCI, pour être franc avec toi, j'avais même pas... Il y a 2 ou 3 ans, si on me posait la question de savoir si j'allais être candidat pour le PDCI, même j'aurais dit non, parce que ça n'a jamais été en réalité un vrai goal ou un but accompli à un instant bien précis. Okay. Mais la vérité, c'est que je me suis dit, à mon petit niveau, si je décide de m'engager en politique, je le fais bien. Donc, quand j'ai décidé de m'engager tout de suite, j'ai créé un mouvement. C'est de là que ça part. J'ai créé un mouvement de la société civile, du coup, qui soutenait les activités du président Thiam, en plus déjà de ma participation aux activités du PDCI, où j'ai commencé donc au niveau local à Divo, à bâtir des activités. Donc, j'ai mis en place des programmes pour accompagner des femmes, j'ai mis en place des programmes pour accompagner des jeunes, etc. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai senti tout de suite que, en tout cas, la venue du président Tidiane Thiam pourrait être un vrai souffle pour la Côte d'Ivoire. Okay. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, quelle que soit ma position,
je vais tout faire en réalité pour pouvoir l'aider dans la mission qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Et c'est en ce sens-là que j'ai décidé de mettre toutes mes compétences à sa disposition. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On va dire que j'ai pas eu j'ai pas été pistonné ou quoi que ce soit. Mais dès l'instant où je l'ai vu, je me suis dit, je travaille à mon niveau, donc mes compétences, que ce soit dans l'IT, dans la communication, pour valoriser justement que ce soit son image, mais également l'idéal qu'aujourd'hui le PDCI veut un changement, veut une soif pour la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que, en un an, comme je t'ai dit, j'ai bâti le mouvement qui a commencé à réaliser des activités au niveau local. Et puis, que ce soit publiquement sur les réseaux sociaux ou même de façon active, parce que même si j'étais en France, quand je rentrais chaque année, en tout cas en Côte d'Ivoire, j'essayais de pouvoir contribuer à ma manière, en tout cas à pouvoir parler de la politique, parler aujourd'hui de l'engagement de la jeunesse, etc. Ouais. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai eu l'opportunité maintenant de commencer à travailler au niveau de la communication du coup du parti, mais ça a aussi du coup accéléré les choses. Alors, moi je suis curieux, moi la première fois que j'ai vu une vidéo de Tidiane Thiam, je me suis dit, mais attends, c'est qui ce jeune et on voyait un peu une forme de complicité et tout ça, donc moi j'ai envie de te poser la question. Comment, du coup, tu intègres l'équipe aussi rapprochée de Tidiane Thiam? Alors... C'est la dernière question, et après, on va parler des sujets... Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais la vérité, c'est que... Et c'est pour ça aussi que je veux quand même donner... Pour moi, c'est aussi une façon de pouvoir donner une motivation à quelqu'un qui va m'écouter, de ma génération, etc., de dire qu'en vérité, tout est possible. Tu vois, si je raconte la petite anecdote, c'est que avant de rencontrer le président Tidiane Thiam, dès que j'ai appris... qu'il y avait même des soupçons, et ça je parle vraiment de 2020, je parle même pas de 2022 et tout, j'ai cherché par tous les moyens d'entrer en contact avec, que ce soit de ses proches collaborateurs, son service de communication, etc. Mais c'était même pas dans l'idée de prendre une responsabilité ou quoi que ce soit, c'est de dire, moi je suis un jeune Ivoirien, j'ai eu en tout cas la grâce d'aller aussi en Europe, d'acquérir de l'expérience, j'ai bâti mon entreprise qui existe depuis plusieurs années aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je veux mettre vraiment ces compétences-là aussi également au service du parti, du PDCI et à son service. Et donc, j'ai contacté plusieurs personnes de mon entourage, du coup, pour présenter, non pas ma personne, mais un projet que j'avais justement pour le PDCI, mais également pour la communication ou également toutes les actions que le président Tidiane Thiam et tout allait faire. Et je pense que ça m'a pris un an et demi, jusqu'au jour où, par un concours justement de circonstances, j'ai un collaborateur justement qui me parle d'une activité qui allait être organisée aussi. J'étais déjà membre du PDCI, mais d'une activité qui allait être organisée du coup par le PDCI et du coup par le président Tidiane Thiam, du coup que je couvre, donc que je gère au niveau de la communication, médias, etc. Et puis le travail justement qui a été produit a été très apprécié. Et ça a été très apprécié au point où justement on m'a proposé maintenant de venir mettre, on va dire, les compétences que j'avais au service du parti. Et c'est vraiment de là que tout est parti en toute simplicité. J'ai intégré du coup les équipes communication, donc avec le conseil spécial du coup du président au niveau de la communication des NTIC, monsieur Alexis Nguessan du coup qui m'a fait confiance avec madame Catherine Nguessan-Indri, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné la possibilité de m'exprimer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler au bout de 5 mois, 6 mois, 1 an, sans forcément avoir même de contact ou de lien avec le président. Et les choses pour moi sont venues naturellement parce que dès l'instant où on réalisait justement des actions, on travaillait donc pour le bien-être du parti, au moment où il a fallu justement rencontrer les personnes qui le faisaient, c'est comme ça qu'un jour on m'appelle, on me dit il y a un tournage à faire et du coup aujourd'hui c'est le président que tu enregistres. Simplement ça. Et ça s'est fait une première fois. Au départ, justement, on est toujours, comme on le dit, à l'arrière de la caméra. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, dans la simplicité, dans la reconnaissance aussi des valeurs et puis, je pense, du potentiel sûrement qu'on a. Et puis, c'est comme ça que, naturellement, les liens se sont tissés. Mais c'est surtout que je pense qu'il y a eu toujours cette envie-là ou ce désir-là, aujourd'hui, au PDCI, de faire confiance à la jeunesse. J'insiste vraiment là-dessus, pour dire que ce n'est pas une question de moi. Ça aurait pu être tout jeune, en fait, en réalité, qui aurait pu se retrouver là, mais qui a vraiment un désir de vouloir changer les choses et ça facilite l'intégration. Et ce que je n'ai pas dit, quand je parlais d'anecdote, c'est que le fait d'avoir cherché à contacter un an et demi à l'avance pour déjà présenter un projet, présenter une vision, quand il s'agit maintenant de me mettre à l'épreuve, on a compris simplement que mes motivations, elles étaient saines en fait. Réel, et c'est comme ça qu'on m'a fait confiance. Donc simplement pour dire qu'en fait, quand on a un projet aussi, qu'on veut faire des choses, il ne faut pas attendre de rencontrer la personne. Il faut qu'on commence à le faire, même quand on ne connaît pas. Et après, ce n'est pas un concours de circonstances qu'on arrive à pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Et puis c'est les bonnes rencontres aussi qui changent la vie, la destinée. Absolument. Donc voilà, on retient qu'il faut être proactif, quoi. C'est ça. Donc, alors, comment tu apprends que tu vas être candidat? Parce que ça, c'est quand même un moment, j'ai envie de dire que être candidat à une élection,
c'est un tournant dans le parcours politique d'un jeune qui commence, qui même si il a mené des actions de terrain, etc., est dans le parti. Mais comment tu apprends que tu vas être candidat pour le compte du PDCI à Divo? Alors, en vérité, c'est que j'en ai discuté avec les premiers responsables du parti. Donc, certains au cas du coup du parti, du bureau politique. J'en ai discuté aussi avec le président. Mais pour moi, ça n'a pas été aussi en vérité, on va dire en un an, même si on connaît le contexte. Le PDCI, quand même, n'était pas forcément parti, en tout cas, pour être très honnête, à participer aux élections législatives, en train de ce qu'on voyait, ce qu'on présageait avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'élection présidentielle et tout. Mais la réalité, c'est qu'il y a déjà un an à l'avance, j'avais commencé déjà à en discuter avec que ce soit le président et puis certains au cas du parti, comme je te disais, parce que moi, ma vision des choses, c'est que on a tous un rôle, on a tous une mission sur la Terre, mais on est capable de pouvoir faire les choses à notre niveau, à nous. C'est-à-dire qu'au-delà de l'élection, pour moi, le fait d'être candidat, ce n'est que la conséquence finalement de plusieurs actions. C'est-à-dire que moi, étant enfant de Divo, comme je l'ai dit, j'avais commencé déjà à bâtir un certain nombre d'actions et tout dans ma ville. Donc, je me suis dit, si aujourd'hui, moi, je suis parti de Divo à là où je me retrouve aujourd'hui, si je dois commencer à bâtir des actions, en tout cas au niveau de la politique, qui ont un impact sur les gens, il faut que ça parte de Divo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a un parti, il faut le dire, qui est en tout cas en totale refonte, restructuration et tout, etc. Je reviens encore, j'insiste là-dessus, il y avait cette envie-là de pouvoir justement avoir de nouveaux leaders, de nouveaux visages au niveau de la politique, au niveau du PDCI. Et moi, je me suis toujours proposé en disant, le jour, en tout cas, où il arrivera à pouvoir faire des choix, si on décide en tout cas de me faire confiance, je suis prêt à pouvoir en tout cas m'engager, en tout cas de façon frontale aujourd'hui, parce que j'estime que être jeune, c'est un avantage, au-delà de tout ce qu'on croit. Et c'est comme ça que, quelques mois de la décision, quand on a dit effectivement que le PDCI allait aux élections législatives, j'ai encore manifesté mon envie, en tout cas mon ambition plutôt, d'être candidat. Et puis, le parti m'a fait confiance, le président m'a fait confiance, et puis j'y suis allé. Est-ce que tu avais des concurrents internes? C'est-à-dire que est-ce que tu avais d'autres personnes au PDCI qui voulaient ce poste-là? Bien sûr. Déjà, il faut savoir que le processus au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on peut peut-être entendre, c'est vraiment un processus assez sélectif, parce que déjà, dans chaque circonscription, il y a d'abord une audition interne. L'exemple, par exemple, de Divo, il y a eu finalement, il y avait 3 candidats qui avaient fait intention de candidature, on est resté finalement 2. C'est d'abord un processus interne de sélection qui a été fait, où chaque candidat est venu présenter justement son projet pour les élections législatives, pourquoi il pense être le meilleur candidat du PDCI, sur quoi il compte aussi pour pouvoir battre sa campagne, qu'est-ce qu'il a déjà mené aussi comme action, etc. Et puis, on a le comité. Donc, on avait des comités locaux, généralement pilotés soit par les hauts représentants de ces différentes régions, là où un président de commission, comme une commission électorale, déjà qui statuait. Ensuite, le choix qui était fait remontait à la direction centrale du parti, où la décision maintenant était prise avec le comité central qui décidait. Donc oui, ça a été vraiment une semaine très intense où il fallait vraiment travailler, vraiment préparer sa candidature, etc. Donc oui, ça a été un vrai parcours. Ok, donc quand tu apprends finalement que la fumée blanche est sortie, ça y est, tu vas être candidat, qu'est-ce qui se passe d'abord dans ta tête, dans la première des choses que tu fais? La première des choses, c'est que je me dis, alors là, ça y est, comme on dit, ce n'est plus de la blague. Parce que là, on n'est plus, dans un cadre estudiantin ou dans un cadre où on a dit, bon, ok, tu es derrière la caméra. Non, là, aujourd'hui, c'est toi qui seras devant. C'est toi qui seras exposé. C'est toi qui seras l'image. Donc, en fait, d'un côté, je me rends compte tout de suite que, en fait, plus rien ne sera pareil dans ma vie, dans ma façon de marcher au quotidien, d'être même vu au quotidien. Mais la chose qui est pour moi la plus importante, c'est surtout le niveau de responsabilité, de prise de conscience que j'ai tout de suite. De me dire, là, ce n'est plus moi, c'est que je porte vraiment l'image du parti politique du PDCI. On sait ce que le PDCI représente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et on a fait confiance à un jeune comme moi, parce qu'il faut le dire, qui a la trentaine. En fait, aujourd'hui, dans une ville comme Divo, Divo aujourd'hui dans le top 10 des plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, presque 300 000 habitants, une population électorale de 80 000 électeurs. Ah oui, j'avais pas cette idée-là. Oui. Divo, et là, je te parle de Divo commune, c'est-à-dire que dans ma circonscription, parce que Divo, il y a Divo sous-préfecture et Divo commune. Donc à Divo, déjà qu'au Divo, on a plus de 300 000, presque 300 000 habitants et 80 000 électeurs dans la circonscription de Divo commune. Donc je me rends compte tout de suite que en fait, c'est une vraie responsabilité et je dois tout donner en fait. Je dois vraiment tout donner, montrer vraiment cette image déjà à la fois de sérieux, mais au-delà de ça, vraiment je dirais le vrai rôle du député, qui est celui-là qui est à l'écoute de la population et qui va être vraiment quelqu'un qui va vraiment représenter les populations et
parler pour elles, quelles que soient les classes sociales, mais surtout ne pas avoir peur de dire les choses tant qu'elles ne vont pas tant qu'elles vont dans l'intérêt de la population. Et en fait, ok, tu es désigné, voilà, comme tu le dis, tu prends conscience de l'enjeu. Ouais. Tu arrives à Divo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, sur le terrain, qu'est-ce que tu fais? Comment tu organises tes équipes? Enfin, je veux dire, quelles sont les premières actions qu'on pose quand on est candidat? Les premières actions qu'on pose, parce qu'on est candidat d'un parti politique, les premières choses, donc là, on est vraiment dans le pratico-pratique de ce qui s'est passé en un mois et demi entre la pré-campagne et la campagne. Donc, les candidatures sont validées début novembre, si je ne me trompe pas, donc vers le 10-12 novembre et tout. Une fois que les candidatures sont validées, la première des choses, c'est qu'on va participer à l'investiture du coup des candidats. Donc, on a le haut représentant qui va arriver dans la région et qui va présenter tous les candidats de la région. Une fois que ça s'est fait, le candidat, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré le personnel politique du coup de Divo. Donc, c'est-à-dire que j'ai rencontré les délégués, donc les différents responsables des délégations du PDCI, donc à Divo commune. Donc, j'ai rencontré ces délégués-là et j'ai rencontré le personnel du coup de ces délégués-là. Parce que l'objectif, c'est que si on est candidat d'un parti, de pouvoir s'appuyer sur ces personnels politiques-là. Mais au-delà de ça, comme j'avais également un mouvement que j'avais bâti, j'ai commencé tout de suite à mettre en place mes équipes de campagne. Donc, il a s'agi pendant un mois de façon très concrète à pouvoir mettre en place des équipes de campagne de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Divo commune, c'est plusieurs quartiers, mais en plus des quartiers, c'est que c'est également les villages de la ceinture de la ville. Donc, il fallait justement à la fois s'appuyer sur les représentants du parti dans ces différentes localités-là, mais en plus de ça, installer des points focaux. Donc, c'est ce travail-là que vraiment j'ai eu à faire quasiment pendant tout le mois de novembre. Donc, installer vraiment des points focaux et des points focaux avec leurs équipes dans les différents quartiers, dans les différents villages, qui allaient commencer déjà à pouvoir annoncer notre candidature parce qu'on n'était pas officiellement en campagne. Une fois que la campagne allait être ouverte, maintenant parler de notre projet de candidature, pourquoi est-ce qu'on veut être député, pourquoi est-ce qu'on représente le PDCI RDA et pourquoi est-ce qu'on veut représenter la ville de Divo. Alors, je rappelle qu'à Divo, il y a eu Joël Akoun, toi, candidat. Ouais. Il y a eu le député sortant, j'oublie son nom, Famoussa Koulibaly. Ouais. Et il y a eu Diakité Alassane, des jumeaux connus souvent sous le nom des jumeaux suprêmes. C'est lui qui a gagné. C'est ça. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que vous avez eu des contacts? Vous êtes adversaire, mais c'est quoi? Comment ça se passe avec des adversaires? Est-ce que vous vous croisez, vous parlez? Comment ça se passe? Alors là, pour être franc, moi, c'est aussi la vision de mon engagement politique, qui est que, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que plus de jeunes doivent s'engager en politique. C'est que la politique, c'est pour moi, déjà, quand on est dans différents partis politiques, c'est qu'on a une vision de la politique qui est différente par rapport au fonctionnement, par rapport même aux valeurs finalement qu'on a et tout. Mais on n'est pas ennemis. C'est-à-dire que moi, je pars en tant que candidat du PDCI parce que j'ai la conviction que je peux changer les choses. J'ai ma part à jouer, j'ai ma part d'action en tout cas à faire. Mais je ne me positionne pas tout de suite comme en face de moi, non, ce sont mes ennemis. Non. Je me dis aujourd'hui, je pense que, et ça a été ce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à expliquer que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut voter les députés de l'opposition parce qu'ils seront même de pouvoir être un contrepoids par rapport aux décisions, en tout cas, du gouvernement. Mais honnêtement, les choses se sont bien passées. Les choses se sont bien passées. À notre niveau, il n'y a pas eu d'animosité. On n'a pas eu de contact direct parce que la campagne aussi, elle était très courte. C'était quoi, une semaine? Oui, c'était une semaine. Une semaine de campagne. Donc, en une semaine, quand on voit tous ces quartiers à visiter, tout ça, on ne s'est pas rencontrés, hormis le jour J, le jour des votes. On s'est vraiment, on va dire quasiment même dépassé. Mais franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'on est venu avec l'idéal du PDCI. Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti de paix et de non-violence. Donc, on est vraiment venu dans une optique de changement, d'éveil de conscience. On a pris le temps vraiment de beaucoup parler aux populations. Et je vais vraiment aussi en parler. En tout cas, j'espère avoir le temps de pouvoir en parler brièvement là aujourd'hui. Mais non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Est-ce que tu peux nous raconter une journée de campagne électorale? C'est-à-dire qu'on est en campagne, on se lève le matin. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on se lève le matin, il y a plusieurs journées types. Mais la chose qu'on fait le plus, c'est d'aller rencontrer les communautés. Aller rencontrer les communautés. Donc, quand on sortait le matin, donc on avait à chaque fois dans notre QG de campagne un brief avec les équipes. Donc, mon directeur de campagne, également les différents représentants dans les différents quartiers, les points focaux dont je te parlais. Mais on avait, nous, anticipé à l'avance, on avait fait le programme déjà de tous les quartiers qu'on devait sillonner. Donc, si on décide que aujourd'hui, on doit visiter Konankro, le matin, on va se lever, on va faire notre briefing. Les équipes vont déjà nous dévancer pour aller annoncer déjà que on arrive, on vient en visite. Et puis le matin, on a plusieurs journées types. Soit c'est des journées où on va aller rencontrer le chef du quartier ou le chef du village, parce qu'on a également des chefs de terre, parce qu'on est dans des zones qui sont très rurales. Donc, il faut d'abord faire les civilités. Donc, on va aller rencontrer d'abord le chef
pour se présenter à lui, avoir sa bénédiction, avoir l'autorisation de venir battre campagne dans son quartier ou dans son village. Et puis maintenant, on va rencontrer du coup les populations. Donc rencontrer les populations, c'est assez simple, hein. C'est un meeting qui peut être soit avec 50 personnes, 100 personnes ou 200, tout dépend de notre capacité de mobilisation, mais où on vient simplement se présenter et surtout expliquer notre projet. Et ce projet-là, pour aller dans le vif du sujet, une journée de campagne, nous, on est arrivé. La chose qui nous a, je dirais, pas surpris parce qu'on le savait un peu, mais c'est que les gens aujourd'hui, ils votent sans savoir pourquoi ils votent. Et ça, moi, ça a été l'une des raisons qui m'a motivé à être candidat pour être député surtout. C'est qu'on se dit aujourd'hui, oui, on va voter un député, mais on ne sait pas pourquoi. C'est quoi le rôle du député? Donc nous, on a passé vraiment 1 mois à leur expliquer, donc entre la pré-campagne et la campagne, à leur dire, en fait, on ne vote pas un député pour construire des routes. On ne vote pas un député finalement pour pouvoir faire des dons. Même si, il peut profiter de l'aboutissement de sa carrière peut-être professionnelle ou des moyens qu'il a et tout pour faire des dons. Mais on vote un député parce qu'on veut avoir quelqu'un qui va parler au nom de la population, pour la population, dans l'intérêt de la population, mais surtout qui pourra justement aussi être là pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Donc la mission du député, on a essayé de la résumer en 2 points. Premièrement, le député, il est le porte-parole des populations, donc il représente la population, il va aller siéger à l'Assemblée. Mais deuxièmement, c'est que le député est un acteur principal du contrôle budgétaire. C'est-à-dire que chaque année, il faut que les gens puissent savoir qu'en fait, même quand on a Divo, quand on a Gagno, etc., en fait, les ministres viennent faire une proposition du coup de budget à l'Assemblée qui est votée. Et quand ce budget est mis à disposition pour pouvoir travailler dans l'intérêt des populations, c'est le député aussi derrière qui doit contribuer à l'action gouvernementale, mais surtout être celui-là qui est l'œil de la nation à chaque fois pour interpeller quand on a dans différents secteurs, que ce soit pour les jeunes, pour des questions d'emploi, pour les femmes, pour des questions d'autonomisation, ou même dans le secteur industriel où il y a des lois, par exemple, qui sont prises aujourd'hui. Parce que le député, sa mission principale, on le sait, c'est de voter des lois. Quand il y a des projets de loi qui sont mis en place et qui ne vont pas dans l'intérêt de la population, pouvons en parler. Et c'est vraiment ce qu'on a tenté, en tout cas, chaque journée, d'expliquer aux populations. Donc, c'était vraiment des expériences diverses. Par moments, on avait des groupes de personnes, mais on a fait beaucoup aussi de porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on allait voir des familles, on se présentait dans des maisons, dans des quartiers où on cherchait à rencontrer le père de famille ou les jeunes qui étaient là et à discuter avec eux de façon simple et naturelle. Mais pour moi, ça n'a pas été quelque chose de, on va dire, une préparation gigantesque. Non, c'est vraiment ce qu'on devrait faire de façon naturelle qu'on a essayé de faire pendant ce mois de campagne. Donc, une campagne de proximité. Et vraiment d'échange, en fait, avec les populations. Mais on parle de Divo, donc je ne veux pas mépriser les gens, mais on est quand même dans les zones rurales. Et on sait que parfois, les gens ont des difficultés sociales, etc. Il y a un certain discours qui passe facilement quand on dit qu'on va vous envoyer ça, on va vous envoyer ça. Est-ce que tu avais le sentiment, et là vraiment, comment tu voyais la réaction des gens? Est-ce que tu avais le sentiment de parler à des gens qui comprenaient et surtout qui se disaient que ce message-là va faire qu'ils vont me voter? Est-ce que tu as eu ce sentiment-là où à un moment donné, tu t'es dit, bon, je prêche la bonne parole et tant pis si ça les convainc ou pas? Non, pas du tout, parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour du vote, et ça d'ailleurs, je fais la petite brèche, ça a été justement la chose que j'ai tout le temps rectifié ou corrigé. Quand j'allais à des rencontres, on disait, oui, les jeunes, oui, à chaque fois, c'est ta première fois, vas-y, participe, et puis non. Moi, je ne me suis pas présenté. Et qui disait ça? Beaucoup de personnes, que ce soit des leaders politiques ou même des responsables de communautés, etc., qu'on allait rencontrer, on disait, ah oui, les jeunes, c'est très bien. Bon, déjà, souvent, il y a un élément qui va te faire sourire, c'est que quand on entrait, on disait, le candidat du PDC, le député arrive. Et tu vois, souvent, même le protocole et tout ça et tout, on rentre, on dit, ah, tout le monde se lève. Et puis, il dit, non, c'est le député qui est derrière. Il est où? Tout le monde, même le député, tout le monde me regarde comme ça. Ah, c'est lui le jeune. Attends, c'est intéressant. Attends, je fais une petite parenthèse. Ça veut dire que être jeune, ça n'a pas que des avantages. Non. Ça peut être un inconvénient vis-à-vis des gens. Oui, parce qu'on a aussi un a priori de se dire, parce il est jeune, il n'a pas encore peut-être d'expérience. Alors qu'on se trompe. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois. Et donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, j'ai jamais perdu, en tout cas, on va dire la motivation ou la conviction de me dire non, je vais gagner. Ça, honnêtement, non. Parce que jusqu'au dernier jour, j'ai continué à vraiment parler, à prêcher, en tout cas, mon message, avec la conviction que même si finalement je ne gagnais pas cette élection, il y a une graine qui allait être semée. Et c'est ça qui était important pour moi. Parce que, et c'est là où je vais revenir maintenant à ce que tu as dit, c'est ce sujet-là, je pense même qu'il faut qu'on touche, qui est pour moi l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté de participer, en tout cas, de partager mon expérience, c'est qu'on est dans des zones qui sont très rurales. Donc déjà, quand on arrive, on ne peut pas avoir une approche qui va être très intellectuelle, comme on le dit, parce que déjà, même au niveau du langage, il faut pouvoir adapter son langage aux populations qu'on a. Est-ce que tu parlais en langue locale ou en français? Oui, non, bon, déjà, mon père est du sud de la Côte d'Ivoire, ma mère du nord, etc.
Donc oui, je suis pas forcément, on va dire, très à fond et tout dans le... Mais oui, il m'est arrivé de parler, voilà, en langue un peu en atier, un peu en malinké, parce que ma mère est malinké, et puis également un peu en balo aussi. Donc je m'adaptais, quoi. Voilà. Mais déjà, c'est que parler aux gens simplement pour qu'ils comprennent ton message. Mais la vérité aujourd'hui, et moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut que, non seulement qu'il y ait de plus en plus de jeunes et qu'on éveille les consciences, c'est qu'il faut qu'on soit concret. L'argent a vraiment mélangé la politique en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Et ça, moi, j'ai pas peur de le dire. Mais je vais donner des exemples très simples. Aujourd'hui, de façon concrète, tu as demandé c'est quoi une journée type. Tu vas faire des meetings où tu vas rencontrer des populations. Roland, pour te dire de façon très concrète, comme on le dit, tu ne te lèves pas ou tu ne fais aucune visite sans donner même ne serait-ce que de l'eau aux gens, en fait. Et de l'eau aux gens, on sait ce que ça représente. Tu vois. Mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, dans la mentalité même des gens, et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est étalé depuis plus d'une décennie, etc. C'est qu'on se dit, quand on se déplace pour venir à un meeting politique, on doit payer le transport. Donc, tu t'imagines, tu fais un... Moi aussi, je résume, je pense qu'on a rencontré peut-être en une semaine, là, je parle même que de la campagne, peut-être 60-70 communautés. Donc, tu t'imagines que tu vas rencontrer 60-70 communautés. Si tu prends même la pré-campagne, où tu as rencontré déjà près de 200 et tout, 100 ou 200 communautés, chaque rencontre, en fait, c'est l'argent. Donc, c'est-à-dire que au-delà même de la parole, et là, je parle vraiment de candidats comme moi qui viennent avec un idéal en se disant, moi, je ne viens pas pour distribuer de l'argent. Mais même malgré ça, il y a un peu, on va dire, la symbolique de l'Afrique qui est que quand tu viens, on dit, il faut donner de l'eau. Donc, c'est ça, c'est vraie réalité là aujourd'hui. Et c'est pas que symbolique, c'est-à-dire que c'est une somme qui peut permettre aux gens de... Mais bien sûr, tu t'imagines, par exemple, on va parler concret, parce on parle sans tabou. Tu dois faire peut-être 10 rencontres dans la journée, mais les 10 rencontres, à chaque rencontre, il y a peut-être 20 personnes, tu vas donner 50 000. À la fin de la journée, ça fait combien? Ah oui, ok. Donc, tu t'imagines, tu mets ça sur une semaine, fais déjà le ratio de ce que ça va représenter. Mais sans compter qu'une campagne, ce n'est pas que ça. Il y a tous les moyens que tu vas déployer au niveau de la logistique. Avant même, effectivement, les moyens techniques, mais surtout logistiques, qui vont te permettre de pouvoir te déplacer, aller dans les villages, permettre surtout à tes équipes, parce que j'ai parlé tout à l'heure de délégation de représentation dans les différents quartiers, etc. Il faut que ces personnes-là aient de quoi même à se déplacer pour aller rencontrer les gens. Et pendant la campagne, tu fais une semaine de campagne. C'est une semaine de campagne où vraiment il faut communiquer. Donc, communiquer, c'est mettre aussi des moyens. Tu vas louer des camions podium, tu vas mettre des sonos, etc. dans les différentes localités, tu vas faire des meetings, etc. C'est une grosse logistique. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, ça a été... Bon, je ne vais pas dire que ça a été compliqué parce que c'est ça les réalités. C'est des choses que je savais déjà. Ce n'était pas une surprise pour moi, mais ça m'a permis de me rendre compte encore plus qu'il y a un vrai travail à faire de veille de conscience. Parce que tu vois, moi, les premiers modèles que j'ai vus, on va dire en politique, ça a été mes parents ou des personnes qui étaient autour de moi. C'est des gens qui se sont levés, qui se sont investis en politique parce qu'ils croyaient en des leaders politiques, croyaient en une vision de parti politique, mais ils se sont dit, on vient parce qu'on croit en cette personne-là qui peut changer le pays, qui peut changer la ville. Mais ce n'était pas en mode, je me déplace parce qu'il faut que j'ai 1000 francs, j'ai 2000 ou j'ai 5000. Aujourd'hui, surtout dans des zones rurales comme Divo, c'est ce qui se passe. Tu vois, de façon très concrète, c'est que les gens, on est finalement dans un marchandage en fait de voix. Ouais, c'est ça, ouais. On achète les gens, quoi. Non, faut dire les choses clairement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai assisté, on va pas donner de nom ou quoi que ce soit, mais je veux dire, même jusqu'au jour du vote, on s'est retrouvé dans des bureaux de vote où on a dit, en fait, stop, parce que c'est pas possible qu'une personne se retrouve avec une cinquantaine ou une centaine de cartes d'électeurs. Donc ça c'est vraiment existé, en fait. Bien sûr. Parce que les gens disaient que non, c'est pas vrai, même le président de la CEU, il a essayé de démentir pour dire même si les gens prennent des cartes d'électeurs, ils ne peuvent pas voter. On a des PV qui le disent d'élection. Il y a des bureaux de vote où on a arrêté du coup le vote à 16h. Nous, on vient pas, moi je vais pas venir ici incriminer pour dire c'était la faute de ci ou ça, mais c'est les réalités de l'élection. Tu vois, de se dire, en fait, il y a des gens qui mais pourquoi ils arrêtent à 16h? Non, en fait, on a arrêté à 16h parce qu'il y avait trop de problèmes. Ah oui, il y avait trop de fraude, ouais. Donc, en fait, il y a tellement de fraude qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, non, c'est pas possible de continuer comme ça. Mais sauf que, bon, si le vote a commencé à 8h et qu'on arrive quasiment à 16h, même si tu as arrêté à 16h, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ouais. Tu vois, donc, non, il y a eu beaucoup de choses qu'on peut dire, mais pour moi, le point de l'argent, c'est quand même crucial parce que les gens ne se rendent pas compte de se dire, OK, je prends 5 000 aujourd'hui, mais en fait, c'est 5 000 qui compromettent mon avenir pour 5 ans. Et en fait, on a cette mentalité-là de regarder à l'instant T, de voir l'instant précis, mais de ne pas voir la suite. Mais nous, c'est vraiment ce qu'on s'est efforcé à faire pendant un mois, à parler. C'est vrai qu'on n'a pas été vainqueurs, mais on est très fiers.
On est très fiers parce qu'on a eu le temps d'aller dans les villages, on a eu le temps d'aller parler aussi à beaucoup de jeunes. Je pense que déjà, voir un jeune candidat aujourd'hui, moi j'ai été le plus jeune candidat du PDCI même au niveau national, voir un jeune comme ça candidat, je pense que c'est déjà une motivation en plus. Mais en plus de ça, aller sur le terrain et avoir le courage de parler aux gens, d'expliquer les missions du député. On a rencontré des mamans qui étaient en larmes, qui disaient, mais mon fils, on vote depuis quasiment 20 ans, 30 ans, mais on ne nous a jamais expliqué c'est quoi le rôle d'un député. Et déjà faire ça, nous, on sort en se disant, oui, on est gagnant. Et on sait qu'on a bâti quelque chose pour la suite. Tu vois, et c'est vraiment c'est intéressant. Enfin, je te laisse parler parce que j'apprends, quoi. C'est intéressant. Mais j'avais une autre question parce que, écoute, moi, je parle beaucoup de politique et je vois ça même sur les réseaux. Parfois, quand tu parles de politique, la première des choses, on te dit, faut pas faire tu aller en prison, faut pas faire te tuer, etc. Est-ce que toi, durant toute cette période-là, est-ce qu'à un moment donné, d'abord, est-ce que tu as reçu des menaces? Est-ce que tu as eu des coups de pression? Et est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que ta vie allait être en danger? Alors, je pense que c'est, quand je parlais tout à l'heure de responsabilité au début, c'est aussi tout ça que tu mesures, de te dire que finalement, tu es exposé. Donc, qui dit exposé, dire qu'en fait, tout peut arriver, quoi, en fait. Mais de façon directe, non, pour être très, très, très honnête, je n'ai pas reçu de menaces directes ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on était quand même dans un contexte électoral qui était très tendu. Parce que Divo, c'est une grande ville, comme je le dis, il y a beaucoup d'enjeux. On sentait vraiment la tension monter. C'est-à-dire que même au jour des élections, quand le dépouillement commençait, on sentait que c'était chaud. On sentait que vraiment c'était chaud. Et tu avais des dispositions particulières pour ta sécurité? Bien sûr, on a pris on a quand même fait on va dire, je vais même pas dire le minimum, en tout cas le maximum pour être en sécurité, une équipe de sécurité, etc. Mais après, on a quand même passé notre temps pendant une semaine à prononcer vraiment un message de paix, à dire aux gens que, en fait, moi je le dis clairement, hein, j'avais une vision, en tout cas en plus par rapport aux candidats qui étaient en face de moi, aux candidats principaux qui étaient en face de moi, le député sortant et le député d'ailleurs élu, une vision politique qui est totalement différente. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, moi j'estime, et jusqu'à aujourd'hui, que le bon choix, c'est de voter des députés, en fait, qui seront libres de pouvoir prendre les bonnes décisions à l'Assemblée et ne pas être contraints du fait que ils sont alliés ou ils sont liés, en fait, au gouvernement. Parce qu'on sait tous, il y a des enjeux de budget, il y a des enjeux de loi qui vont passer. Et s'il n'y a pas d'opposition entre, finalement, ce que les députés vont voter et ce que le gouvernement veut, finalement, on a un pouvoir exécutif et législatif qui deviennent communs. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est ça le danger. Donc, ça a été tendu, certes, mais en vérité, non, ça s'est bien passé globalement. Ça s'est bien passé. Moi, j'ai toujours été très curieux de comprendre comment les candidats à une élection, que ce soit municipale et tout, comment ils vivent le moment où ils apprennent les résultats. Déjà, cette soirée-là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux te raconter comment tu as vécu ça? C'était une soirée de beaucoup d'émotions. Mais ce que je veux dire avant de répondre à cette question aussi, par rapport à la question que tu as posée, c'est, je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie parce que quand on veut voir un changement, ce n'est pas attendre que le changement arrive, c'est d'être acteur de ce changement-là. Donc, je dis aujourd'hui, oui, je suis jeune, je veux voir la jeunesse au pouvoir, mais en fait, il faut que je commence. Qu'est-ce que moi je fais pour que la jeunesse arrive au pouvoir? Et moi, ça a été aussi justement un message que j'ai voulu donner au travers de ma candidature. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Aujourd'hui, oui. En fait, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien, on est exposé. Donc, en fait, le danger, ce n'est pas qu'en politique. Mais aujourd'hui, si on veut voir vraiment notre nation se développer, on doit comprendre que tout ce qui va se faire, même dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, etc., la politique va influer. Parce que toutes les lois qui vont être votées, tout ce qui va être fait au niveau gouvernemental, c'est ce qui va vraiment diriger, en fait, notre vie active. Donc, si on veut vraiment voir nos familles, et moi, ça a été ça toujours, en tout cas, la raison qui a été vraiment la motivation pour moi, voir nos familles, voir nos communautés, voir les gens vivre de façon plus en griffe aisée, ou en tout cas pouvoir même subvenir à leurs besoins, avoir de quoi manger. En fait, il faut s'impliquer en politique. Et plus il y a de jeunes, plus il y a de personnes qui s'impliquent en politique, plus on a de voix. Parce que ce qui se passe en fait aujourd'hui, ça c'est un élément très important, c'est qu'on le voit au travers du taux de participation dans les élections. En fait, on a une majorité qui s'abstient aujourd'hui parce qu'on estime que le jeu politique est déjà joué. Mais quand tu t'abstiens, ça veut dire que c'est les autres qui décident pour toi. Absolument, donc finalement, on a une minorité qui décide pour la majorité. Et c'est ça qu'il faut éviter. Oui, du coup, comment tu as vécu la soirée électorale? La soirée électorale, c'était beaucoup d'émotions. Moi, j'étais à mon QG. En fait, déjà, ce que j'ai fait, c'est que le jour de l'élection, moi, j'ai choisi Divo 201 bureaux de vote, 51 lieux de vote. Mais j'ai sillonné les 3/4 des lieux de vote le jour du vote. Donc, avec mes équipes, on a tourné pour s'assurer que tout se passait bien, que nos représentants avaient à manger, etc. Et que vraiment, qu'il n'y avait pas beaucoup d'irrégularités. Et quand on apprenait aussi qu'il y avait un problème dans une zone bien précise, on s'y rendait, etc. Et puis, quand on a fini ça, on a fait un mouvement vers notre QG.
Donc, c'était au QG qu'on était et qu'on recevait déjà de façon électronique déjà les résultats de chaque bureau de vote. Donc, à un moment donné, quand on commence à avoir des résultats de 50 bureaux de vote 100, bon, on voit clairement que la tendance, on voit que c'est pas en notre faveur, mais on est quand même resté positif par rapport à ça jusqu'à ce qu'on reçoive maintenant tous les PV pour pouvoir nous-mêmes consolider aussi tous les résultats qu'on avait. Et ben, on a su du coup qu'on n'était pas vainqueur, mais bon, je l'ai pris de façon très fair play. Je pense que le même soir, le lendemain, j'ai félicité le député du coup qui a été élu, effectivement, qui a été élu, et puis souhaité bon mandat. Et puis, ce n'est que partie remise. Ouais. Et on t'y va à la fin, donc j'ai 2 questions que je vais essayer d'enchaîner. Ouais. La première question, c'est aujourd'hui, quel est ton point de vue sur le processus électoral en Côte d'Ivoire? Parce que c'est vrai que la CEI, c'est vraiment le sujet, en fait. Et ensuite, la dernière question, en tout cas, peut-être pas la dernière, mais en tout cas, l'autre question, c'est quelle est la suite maintenant? Là, tu as fait une expérience sur le terrain, tu es revenu. Quelle est la suite? Donc déjà, la première question par rapport... Qu'est-ce que tu penses du processus électoral? Alors pour moi, le processus électoral, je vais aller dans le même sens que le président du parti, le président Tidiane Thiam, qui a parlé d'ouverture, de dialogue. Mais moi, je crois effectivement que pour l'expérience en plus que j'ai vécue, qu'il y a une vraie réforme à faire justement au niveau de la CEI, parce que quand on voit en tout cas ce que nous on a vécu comme expérience sur le terrain, on se rend compte qu'il faudrait qu'il y ait non seulement plus d'observateurs, mais au-delà de ça, une vraie ouverture en fait dans la composition même justement des organes dirigeants de la CEI, et puis dans les différentes régions, dans les différentes localités, qu'il y ait plus de personnes en tout cas en réalité qui viennent avec comment je vais appeler ça, beaucoup plus d'impartialité en fait. Beaucoup plus d'impartialité. Parce que ça tu l'as senti quand même? Oui, de façon très claire. C'est que faut le dire de façon très claire. On a vu certains bureaux de vote où on avait des représentants de candidats qui étaient présents du bureau de vote, tu vois. Donc, oui, quand même. Oui, rien tu que vois, ça. Ouais. Et ça, je ne parle pas que de Divo. C'est des choses qu'on a observées, tu vois. On a entendu parler ça à Tia-Salé aussi. Voilà, tu vois, dans beaucoup de localités. Donc, en fait, pour moi, non, il y a une vraie réforme à faire au niveau de la CEI pour vraiment donner, je dirais, la place à des personnes qui viennent en ayant conscience du fait que c'est un devoir moral qu'on a en tant que citoyen, même si c'est normal. C'est parce qu'on est président de bureau de vote qu'on n'a pas un parti politique ou non. C'est pas ça le sujet. Mais quand on vient vraiment en tant que patriote. Et le patriote, c'est quelqu'un qui vient pour faire respecter, je dirais, le vote justement des citoyens. Parce que je vais donner un exemple. Nous, dans l'un des bureaux de vote, c'est le président du bureau de vote qu'on a pris la main sur le... Après, la CEI a pris la décision tout de suite de le retirer, mais c'était quand même déjà fait. C'est le président du bureau de vote qui est en train de cocher les bulletins pour les mettre dans les urnes. Ah oui, carrément. Mais oui, ça, c'est un cas que moi, j'ai vécu à Divo, par exemple, donc dans un bureau de vote au CEMIT. Tu vois? Donc ça démontre qu'il y a un vrai travail à faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense aussi que beaucoup de personnes se disaient oui, il ne faut pas aller aux élections parce que les jeux sont déjà pipés. Mais nous, on a eu au PDCI cette vision-là différente parce qu'on estime aussi que laisser le pouvoir législatif totalement entre les mains du gouvernement, du parti au pouvoir, c'est pour moi une fuite en avant et puis c'est vraiment un suicide. On est pratiquement à la fin. J'ai envie de te poser la question, quel est maintenant ton avenir avec Divo? Qu'est-ce que tu comptes faire? Et surtout si tu as un message fort à faire passer. Alors, la suite, pour moi, comme je le dis, c'est la continuité de ce qui avait déjà débuté. Parce qu'en vérité, quand je décide de m'engager en politique, c'est pas parce que je veux devenir député ou que je veux devenir maire, etc. Non, je m'engage en politique parce que je veux être au service des populations de ma ville, en tout cas, et puis également de la Côte d'Ivoire tout entière au travers de tout ce que j'ai bâti, même au niveau professionnel aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est ce travail-là que je vais continuer. Cette élection, ça a été une vraie expérience, en tout cas, que j'ai capitalisée. En 1-2 mois, je pense que j'ai appris pour 5 ans. Et donc, ça m'a permis encore plus même de me rendre compte des problèmes en fait, qu'on a aujourd'hui dans des villes comme Divo. Je vais parler des problèmes d'emploi aujourd'hui pour la jeunesse. Je vais parler aujourd'hui des problèmes de financement aujourd'hui pour nos mamans. Même des problèmes aujourd'hui au niveau du foncier en fait, qui existent. C'est des problèmes fondamentaux, le respect du droit, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment un sujet de sensibilisation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu me fais l'honneur d'ailleurs d'être dans ce podcast aujourd'hui, mais également de vraies actions aujourd'hui à mener sur le terrain pour pouvoir accompagner vraiment les populations en plus d'autonomie et aussi encourager les jeunes à de plus en plus, non seulement au-delà de s'engager en politique, à travailler en tout cas pour un avenir meilleur, à surtout s'exprimer, mais dans le respect aussi des institutions, tu vois, qui sont en place. Et simplement de dire que la politique, c'est pas la guerre. C'est pas parce que je suis dans l'opposition aujourd'hui, en fait, que je vais passer mon temps à insulter. Non, pas du tout. Il faut avoir une vision, je pense, qui est réfléchie, être lucide aussi, avoir le courage aussi de décrier ce qui n'est pas. Ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, je viens de dire en fait que telle loi qui est prise, cette loi ne va pas dans l'intérêt de la population, que je suis contre les députés ou je suis contre le président de la République. Non, en fait,
faut faire une séparation entre finalement les personnes, les individus, et puis ceux qui dirigent les institutions, ou les institutions même de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, vraiment, la suite, c'est de continuer en tout cas à défendre les intérêts de Divo, continuer à défendre, même si je ne suis pas député, j'ai le droit de pouvoir prendre la parole quand il s'agit des intérêts de Divo, mais même de la Côte d'Ivoire aussi. Et en tant que jeune aujourd'hui, continuer en tout cas à bâtir des projets, voilà, des entreprises, et puis au niveau politique, vraiment encourager vraiment un maximum de jeunes à s'engager en politique. C'est passionnant. C'est intéressant, c'est pas sans bataille, c'est pas sans combat. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai parlé des vrais enjeux. L'aspect financier qui aujourd'hui reste une réalité en Afrique et tout. Mais au-delà de ça, c'est vraiment avoir un vrai projet, une vraie vision de je viens pourquoi. C'est quoi mes motivations? Je viens pas en politique juste parce que, bon, ok, il faut les jeunes, non. Mais les jeunes viennent apporter quoi? Aujourd'hui, les jeunes sont source de changement. Mais également, je crois aussi que les jeunes apportent la fougue, mais surtout l'excellence et un renouveau. Et c'est ça qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, mon souhait, en tout cas, et ma volonté, c'est qu'il y ait autant d'Akoun Joël, en tout cas aux prochaines élections, mais avant même les élections, qu'il y ait autant de jeunes aujourd'hui qui aient le courage de pouvoir s'exprimer. Et qu'on arrive à enlever en fait ce miroir-là, ou cette peur-là de se dire, en fait, non, si je parle aux jeunes, on va m'envoyer en prison. Non, il faut respecter aussi, je pense, les lois. Il faut parler en fait de façon responsable, mais il ne faut pas, comme on le dit, se taire, fermer la bouche, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Et si on veut bâtir une grande nation, comme on le voit, comme on le dit aujourd'hui, ça passe vraiment aussi par positionner toutes les couches de la société, leur donner la parole. Et je pense que les jeunes ont un vrai rôle à jouer. C'est pas juste pour figurer, mais c'est vraiment pour être de vrais acteurs. Joël, merci d'être venu partager ton expérience. Écoute, on aurait pu en parler pendant... C'était cool. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là qu'on n'a pas eu le temps. On aurait pu en parler pendant des heures, mais bon, on pourra peut-être refaire d'autres épisodes. Sur un thème bien spécifique. Ouais, moi, j'ai été très... ça m'a beaucoup enrichi de t'écouter, raconter ton expérience. Et voilà, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Vous avez entendu, Joël vient de le dire. Il faut être proactif, il faut s'engager. Je pense que l'engagement, ça commence aussi par soutenir le travail qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à mettre un petit like. Et puis, on se retrouve prochainement pour les décryptages habituels que je fais sur la chaîne ou pour d'autres invités. Comme je l'ai dit, je reprends les longs formats que vous avez beaucoup appréciés. Donc, merci à vous et à très bientôt.